La nuit de noces, il ne l'a pas touchée une seule seconde. 5 ans de silence, de solitude et de contrat froid, jusqu'à ce que le millionnaire perde la peur de ressentir. Et il est allé sans pitié, après ce qu'il avait toujours désiré. Que pensez-vous qu'il va se passer dans cette histoire? Commentez ci-dessous, abonnez-vous à la chaîne et dites-nous de quelle ville vous regardez. Je vous promets, ce sera la meilleure histoire que vous ayez jamais entendue de votre vie. L'avenue des Champs-Élysées resplendissait sous le soleil de l'après-midi, tandis qu'Élise Moreau observait l'agitation à travers la fenêtre du bureau. Diplômée en littérature de la Sorbonne, elle portait dans ses yeux bruns l'éclat de quelqu'un qui rêvait de transformer les mots en pont vers d'autres âmes. À 27 ans, elle croyait encore pouvoir concilier ses rêves littéraires avec la réalité qui s'imposait maintenant devant elle. Le siège de Duval. Entreprise occupait 3 étages de l'un des immeubles les plus imposants de l'avenue. Tout ici exhalait le pouvoir. Du marbre italien au sol aux œuvres d'art françaises sur les murs. C'était un temple au capitalisme parisien, où des décisions affectant des milliers de vies étaient prises quotidiennement. Votre famille n'a pas le choix, mademoiselle Moreau, dit Édouard Duval, assis derrière son bureau en acajou massif. La proposition est simple. Le mariage avec mon fils garantit que les dettes seront effacées et que votre mère conservera la maison à Chamonix. Sinon, il laissa la phrase inachevée, mais le sens était clair comme du cristal. Élise serra les poings. Il n'y avait pas de larmes dans ses yeux, seulement une détermination féroce. Puis-je lui parler avant? Édouard sourit avec condescendance. Vincent est occupé à finaliser l'acquisition d'une nouvelle propriété dans la vallée de la Loire. Il a accepté les termes. Le reste est une formalité. De l'autre côté de la pièce, sa mère, Catherine Moreau, gardait le regard baissé. Veuve depuis 3 ans, elle avait tenté de maintenir la petite maison d'édition de son mari en activité, mais la concurrence numérique et la crise économique avaient été implacables. Les dettes s'étaient accumulées silencieusement, comme des termites dévorant la structure d'une maison apparemment solide. « Alors je ne suis qu'un actif à négocier », dit Élise, plus comme une constatation que comme une question. « Je préfère considérer cela comme une alliance stratégique », répondit Édouard, ajustant ses lunettes à monture dorée. « Mon fils a besoin de stabilité pour prendre en charge les affaires familiales. Un mariage avec une jeune femme de bonne famille, éduquée, présentable. Et votre famille a besoin de solvabilité financière. C'est un arrangement parfaitement raisonnable. » Élise regarda à nouveau par la fenêtre. En bas, Paris pulsait, indifférente au drame qui se déroulait dans cette pièce. Combien d'autres vies étaient négociées à ce moment précis, dans d'autres bureaux similaires? Quand? demanda-t-elle, sentant le poids de la défaite. Vendredi. Cérémonie discrète à la mairie, suivie d'un déjeuner pour quelques invités au Jules Verne, efficace et élégant. 3 jours. Elle n'avait que 3 jours avant que sa vie ne change complètement. En sortant de l'immeuble, Élise congédia le chauffeur qu'Édouard avait mis à disposition. Elle avait besoin de marcher, de sentir la ville, de respirer ce qui restait de sa liberté. Elle déambula sans but sur les Champs-Élysées, puis descendit la rue de Rivoli, observant le contraste entre les immeubles d'affaires et la vie bohème qui commençait à s'éveiller avec la tombée du jour. Son téléphone vibra. C'était un message de sa meilleure amie, Rachel. « Alors, comment s'est passée la réunion avec le Tout-Puissant » Élise répondit par un seul mot. « Terminé ». Dans le petit appartement où elle vivait avec sa mère dans le quartier de Montmartre, Élise contempla ses étagères remplies de livres. Chaque volume représentait un rêve, une possibilité. Elle avait prévu de faire un master en littérature française, peut-être d'enseigner, de publier ses nouvelles qui dormaient dans des cahiers éparpillés dans la maison. « Je ferai n'importe quoi pour te protéger de cela », dit Catherine, debout à la porte de la chambre, les yeux rougis d'avoir tant pleuré. « Ton père n'aurait jamais permis. »« Papa n'est plus là, » coupa Élise, regrettant immédiatement son ton dur. « Et ce n'est pas ta faute, maman. Nous avons fait ce que nous pouvions avec la maison d'édition. » Les éditions Moreau avaient été le rêve du père d'Élise. Spécialisée dans la littérature nationale indépendante, elle avait révélé quelques talents significatifs, mais n'avait jamais réussi à rivaliser avec les grandes maisons d'édition. Après son départ soudain, Catherine avait essayé de maintenir l'héritage vivant, mais les chiffres ne s'équilibraient jamais. « Que sais-tu de lui, de Vincent Duval ?»
demanda Catherine, s'asseyant au bord du lit. En dehors de ce que tout le monde sait, héritier de Duval Entreprises, 32. Prince diplômé en administration de Harvard, jamais impliqué dans des scandales publics, discret jusqu'à l'invisibilité. Élise haussa les épaules. Le prince parfait de l'empire immobilier parisien. Ce qu'elle ne mentionna pas, c'étaient les rumeurs sur sa froideur calculatrice, son obsession du contrôle et le fait que son nom était rarement lié à une relation durable. Cette nuit-là, Élise ne parvint pas à dormir. Elle s'assit sur le petit balcon de l'appartement, observant les lumières de la ville qui ne s'endormaient jamais complètement. Elle ouvrit son cahier et écrivit frénétiquement jusqu'à l'aube. Ce n'était pas des nouvelles ou des poèmes, c'était un testament, un adieu à la personne qu'elle avait été jusqu'alors. Le vendredi arriva avec une pluie fine, typique de l'automne parisien. La mairie du centre-ville semblait froide et impersonnelle, comme il convenait à l'occasion. Élise portait une robe simple de couleur crème, sans ornement ni voile. Vincent Duval attendait avec l'officier d'état civil, grand, aux épaules, large, dans un costume impeccablement taillé. Son visage était un masque d'indifférence polie. Lorsque leurs regards se croisèrent pour la première fois, Élise chercha un signe d'émotion, inconfort, résignation, n'importe quoi. Mais les yeux verts de Vincent ne reflétaient que l'efficacité pragmatique de quelqu'un qui remplit un point de plus dans son agenda. La cérémonie fut brève, presque clinique. Des signatures furent échangées, des documents tamponnés. Édouard Duval souriait, satisfait. Catherine pleurait silencieusement. Et entre Élise et Vincent, seulement le vide d'un accord commercial revêtu d'institutions sociales. Au déjeuner qui suivit, assis côte à côte mais séparés par un abîme de silence, Vincent s'adressa enfin à elle. L'appartement à Neuilly-sur-Seine est prêt à nous accueillir. Sophie, la gouvernante, a tout organisé selon mes instructions. Il y a une pièce qui peut être votre bureau, si vous le souhaitez. Ce n'était ni une question, ni une offre. C'était une communication administrative. Merci, répondit Élise mécaniquement. Avez-vous des préférences concernant la routine domestique? Vincent but une gorgée de vin avant de répondre. Sophie s'occupe de tout. Je sors tôt et rentre tard. Je dîne dehors la plupart des soirs. Les week-ends, je suis généralement au bureau ou en voyage d'affaires. Ne vous inquiétez pas de ma routine. Le message était clair. Marié sur le papier, étranger en pratique. Élise acquiesça, ressentant un étrange mélange de soulagement et de désolation. Lorsqu'ils arrivèrent à l'appartement de Neuilly-sur-Seine, un duplex dans un immeuble art déco restauré, il faisait déjà nuit. Sophie, une femme d'âge, moyenne à l'expression impassible, lui montra rapidement les pièces. L'endroit était élégant, décoré avec des pièces design signées, mais complètement dépourvu de chaleur ou de personnalité. « Votre chambre est celle-ci », indiqua Vincent, ouvrant la porte d'une suite spacieuse et luxueuse. « La mienne est au bout du couloir, bonne nuit. » Et ainsi, sans plus de mots, il se retira. Il n'y eut pas de rapprochement, pas même le geste symbolique de franchir le seuil en la portant dans ses bras. Il n'y eut pas de nuit de noces, ni aucune prétention que ce soit un véritable mariage. Élise s'assit au bord du lit king size, regardant par la fenêtre la ville qui semblait maintenant si différente. Elle était piégée dans une cage dorée, mariée à un homme qu'elle connaissait à peine, qui ne la désirait ni ne la détestait. Il la tolérait simplement comme partie d'une transaction. Cette première nuit, elle pleura jusqu'à s'endormir, serrant contre elle le seul cahier qu'elle avait apporté. Le reste de ses affaires arriverait le lendemain, mais c'étaient les dernières larmes qu'elle versait. À partir de là, Élise Moreau, maintenant officiellement Élise Duval, se jura de trouver un moyen de survivre et peut-être de se libérer. Les jours se transformèrent en semaines et les semaines en mois. L'automne céda la place à l'hiver parisien avec ses matins froids et ses après-midi ensoleillés. Dans le luxueux appartement de Neuilly-sur-Seine, la routine s'établit avec la précision d'une horloge suisse. Vincent partait avant l'aube et revenait rarement avant 10 heures du soir. Quand il était à la maison, il occupait son bureau, privé, immergé dans des tableurs et des téléconférences. Le couple Duval partageait la même adresse, mais habitait des univers parallèles qui se touchaient rarement. « Madame doit mieux manger », commenta Sophie un matin de janvier, en ramassant le petit déjeuner presque intact d'Élise. « Vous maigrissez trop. »
Élise sourit sans joie. « Je n'ai pas très faim ces derniers temps. » La gouvernante soupira. Elle travaillait pour la famille Duval depuis plus de 20 ans et avait vu le jeune Vincent grandir sous la tutelle rigide de son père. Elle connaissait bien cette maison et ses silences. « La bibliothèque a été réorganisée comme vous l'avez demandé, » dit Sophie, changeant de sujet. « Les livres sont séparés par genre et auteur, comme vous l'avez souhaité. » Une étincelle d'animation illumina le visage d'Élise pour la première fois depuis des jours. La bibliothèque, située à l'étage supérieur du duplex, était devenue son refuge. Vincent, apprenant son intérêt pour la littérature, lui avait donné carte blanche pour remodeler l'espace comme elle le souhaitait. C'était le seul geste de considération qu'il avait montré en 6 mois de mariage. « Merci, Sophie. Je vais monter voir comment c'est. » La bibliothèque était une pièce spacieuse, avec des étagères en bois foncé du sol au plafond, une cheminée qui ne s'allumait jamais, et des fauteuils en cuir stratégiquement placés près des fenêtres, donnant sur les jardins intérieurs de l'immeuble. Élise avait transformé cet espace impersonnel en son sanctuaire, le remplissant de livres qu'elle avait fait venir de son ancien appartement, en plus de nouvelles acquisitions. Tout en organisant les volumes dans la nouvelle disposition, Élise ressentit un étrange réconfort. Là, parmi les mots écrits par d'autres, elle trouvait des échos de sa propre voix réduite au silence. Ses doigts parcoururent les dos des livres avec affection, comme si elle caressait de vieux amis. Cet après-midi-là, assise près de la fenêtre avec un roman de Marguerite Duras entre les mains, Élise prit une décision. Elle reprendrait l'écriture, non seulement comme passe-temps, mais comme acte de résistance. Si elle ne pouvait pas contrôler les circonstances de sa vie, elle pourrait au moins créer des mondes où des femmes comme elle auraient des choix. Le lendemain, profitant de l'absence de Vincent, Élise sortit acheter de nouveaux cahiers. Elle marcha dans le quartier, sentant l'air froid de janvier remplir ses poumons. C'était étrange comme elle se sentait étrangère dans ce quartier élégant où des femmes au foyer bien habillées promenaient des chiens de race et des nounous en uniforme poussaient des poussettes importées. Dans la petite papeterie de la rue Saint-Honoré, elle choisit soigneusement ses matériaux. Des cahiers à couverture rigide, des stylos à encre noire, des marqueurs colorés. La propriétaire, une dame aux cheveux gris, l'observa avec curiosité. « Pour écrire des histoires ?» demanda-t-elle en emballant les achats. Élise hésita. « Oui, plus ou moins. »« Ma fille écrit aussi. Elle a publié un recueil de nouvelles. L'année dernière, sur Internet. » La dame sourit avec fierté. Les jeunes ont tant de possibilités de nos jours, n'est-ce pas? Cette conversation fortuite alluma une idée chez Élise. Et si elle pouvait publier ses textes anonymement, sans que Vincent ou la famille Duval le sachent? La graine était plantée. En rentrant à l'appartement, elle trouva un arrangement. Floral sur la table à manger. « C'est arrivé pour vous », informa Sophie, « de Monsieur Vincent. » Élise lut le petit carton joint. « Dîner d'affaires ce soir. Ne m'attendez pas. V. » Même dans les messages privés, il était incapable de montrer de l'affection ou de la considération personnelle. Cet arrangement n'était pas un cadeau, c'était un avis. Élise laissa les fleurs où elles étaient et monta à la bibliothèque, emportant ses nouvelles acquisitions. Au cours des semaines suivantes, elle établit sa propre routine. Le matin, elle lisait les classiques qu'elle n'avait jamais eu le temps d'explorer. L'après-midi, elle écrivait dans ses nouveaux cahiers. Elle commença par de petites nouvelles, puis des essais, et finalement, un roman prit forme, l'histoire d'une femme emprisonnée dans une vie qu'elle n'a pas choisie, cherchant la liberté. Ça à travers des actes invisibles de rébellion. Madame semble plus animée ces derniers temps, commenta Sophie un jour en servant le déjeuner. Vous avez meilleure mine. Élise sourit sincèrement cette fois. J'ai trouvé quelque chose pour m'occuper. Monsieur Vincent a demandé de vos nouvelles hier soir. Élise leva les yeux, surprise. Vraiment? Qu'a-t-il demandé exactement? Dan, il voulait savoir si vous alliez bien, si vous aviez besoin de quelque chose. Sophie ajusta la serviette sur la table. Il remarque plus qu'il ne le montre, vous savez. Cette information troubla Élise. En presque 1 an de mariage, Vincent avait maintenu une distance presque scientifique. Ils échangeaient peu de mots, pendant les rares repas qu'ils partageaient, généralement sur des sujets pratiques. Il ne demandait jamais ses sentiments, ne montrait jamais d'intérêt pour sa vie intérieure. Ce soir-là, Vincent rentra plus tôt. Élise était dans la bibliothèque
quand elle entendit ses pas dans le couloir. Un moment, elle pensa qu'il passerait tout droit, comme il le faisait toujours. Mais à sa surprise, il s'arrêta et frappa doucement à la porte entr'ouverte. « Puis-je entrer ?» Élise ferma rapidement le cahier où elle écrivait. « Bien sûr. » Vincent entra, semblant mal à l'aise dans son propre appartement. Grand et athlétique, avec des traits forts et des cheveux châtains toujours impeccablement coiffés, il dégageait une présence qui combinait autorité et détachement. Il portait un costume gris foncé qui semblait avoir été moulé spécifiquement pour son corps. « Sophie a mentionné que vous aviez réorganisé la bibliothèque. »« J'espère que cela ne vous dérange pas ?» répondit Élise, tendue. « Vous aviez dit que je pouvais utiliser l'espace comme je le souhaitais. Cela ne me dérange pas. » Il parcourut les étagères du regard. « C'est mieux ainsi, plus vivant. » Un silence inconfortable s'installa entre eux. Vincent semblait vouloir dire quelque chose de plus, mais se retint. « Il y a un événement caritatif la semaine prochaine, dit-il finalement. Gala de la Fondation Culture Vivante. Il serait approprié que nous y assistions ensemble. » Ce n'était pas une invitation, mais une communication d'agenda. Néanmoins, cela représentait un changement dans la dynamique qu'ils avaient établie. Jusqu'alors, Vincent assistait seul aux événements sociaux liés aux affaires familiales. « Bien sûr, répondit Élise. Dois-je prévoir une tenue particulière ? J'ai déjà pris la liberté de demander quelques options. Elles arriveront demain pour que vous puissiez choisir. » Efficacité pratique, sans espace pour de réels choix. Le modèle se maintenait. Le jour de l'événement, Élise portait l'une des robes envoyées, un modèle long en vert émeraude, élégant sans être excessivement voyant. Lorsqu'elle descendit les escaliers, elle remarqua quelque chose d'inhabituel dans le regard de Vincent, un bref éclair d'admiration, rapidement masqué par l'indifférence habituelle. Le gala de la Fondation Culture Vivante eut lieu au théâtre du Châtelet, réunissant l'élite entrepreneuriale parisienne. Tandis qu'il circulait dans la salle, Élise observa comment Vincent se transformait en une autre personne en public. Il souriait avec modération, faisait des commentaires polis, la conduisait avec la main légèrement posée dans son dos. Une performance impeccable du couple parfait. « Vincent, quel plaisir de vous voir hors de ce bureau !» s'exclama une femme élégante d'âge moyen. « Et ce doit être votre épouse. Nous rencontrons enfin la mystérieuse Madame Duval. »« Lucienne, voici Élise », présenta Vincent mécaniquement. « Élise Lucienne Mercier, présidente de la Fondation. »« Votre épouse est aussi charmante que discrète », commenta Lucienne, examinant Élise avec intérêt. « J'ai entendu dire que vous aviez une formation en littérature. Peut-être pourrions-nous vous inviter à rejoindre notre comité de sélection littéraire. » Avant qu'Élise ne puisse répondre, Vincent intervint. Malheureusement, l'agenda d'Élise est assez chargé en ce moment. La réponse automatique, sans aucune consultation de la principale intéressée, fut comme une gifle. Élise garda le sourire, mais quelque chose en elle durcit. Sur le chemin du retour, dans le silence de la limousine, elle parla enfin. « Vous ne m'avez même pas donné la chance de répondre. » Vincent regardait par la fenêtre, son profil rigide se détachant contre les lumières de la ville. Ces comités ne sont que des jeux sociaux, une perte de temps. Et si je voulais perdre mon temps de cette façon? Après tout, le temps est la seule chose dont je dispose en abondance. C'était la première fois qu'elle exprimait directement sa frustration. Vincent se tourna pour la regarder, surpris par le ton. « Vous voulez vraiment participer à ces événements vides? Je pensais que vous préfériez votre intimité. » « Vous n'avez jamais demandé ce que je préfère, Vincent. Jamais. » Quelque chose qui ressemblait à de la culpabilité passa sur son visage, si rapidement qu'Élise pensa presque l'avoir imaginé. « Si vous souhaitez participer, je ne m'y opposerai pas. Magnanime de votre part, répondit-elle, avec une ironie qu'elle ne s'était jamais permise auparavant. Quand ils arrivèrent à l'appartement, chacun se dirigea vers sa chambre sans plus de mots. Mais quelque chose avait changé. Une première fissure était apparue dans la muraille de silence qui les séparait. Cette nuit-là, incapable de dormir, Élise alla à la bibliothèque. À sa surprise, la lumière était allumée. Vincent était là, dans l'un des fauteuils, feuilletant un livre. « Excusez-moi, dit-elle, reculant. Je ne savais pas que vous étiez ici. »« Ne partez pas, répondit-il, fermant le livre. Cet espace est le vôtre maintenant.
Élise hésita, puis entra et s'assit dans le fauteuil opposé. « Que lisez-vous » Il montra la couverture. « À la recherche du temps perdu. Marcel Proust. » « Je n'imaginais pas que vous appréciez la littérature française. Il y a beaucoup de choses sur moi que vous n'imaginez pas, » répondit-il, d'un ton qui pouvait être interprété comme un défi ou une invitation. Un moment, Élise entrevit une possibilité, celle de vraiment connaître l'homme avec qui elle était mariée. Mais le moment passa quand Vincent se leva. « Il se fait tard. Bonne nuit, Élise. » Et ainsi, aussi rapidement qu'elle s'était ouverte, la porte vers une quelconque connexion se referma. L'été arriva à Paris avec ses pluies soudaines et sa chaleur étouffante. Au deuxième étage de l'appartement de Neuilly-sur-Seine, la bibliothèque était devenue un univers à part, où Élise passait des heures plongée dans ses créations. Ses cahiers, maintenant nombreux, contenaient bien plus que des histoires. C'étaient des dépositaires de ses émotions les plus profondes, des confessions qu'elle n'osait pas faire à voix haute. Cela faisait 1 an et demi de mariage. Un mariage sans intimité, sans véritable compagnonnage, mais qui avait progressivement acquis une routine moins tendue. Après cette nuit dans la bibliothèque, quelque chose de subtil avait changé. Vincent demandait occasionnellement quels étaient ses livres préférés ou commentait sur un auteur qu'il appréciait aussi. 2 petits gestes qui, bien qu'insuffisants pour construire une vraie relation, rendèrent la cohabitation plus supportable. Par un après-midi particulièrement chaud de juillet, alors qu'elle organisait ses notes, Élise reçut un appel inattendu. « Ma fille, tu es assise ?» La voix de Catherine sonnait anxieuse. Élise sentit une oppression dans sa poitrine. « Que s'est-il passé, maman ?» La maison d'édition... Nous avons trouvé un acheteur, une maison d'édition indépendante de Bordeaux. Ils vont garder le nom, la ligne éditoriale, tout. Et le meilleur, ils veulent que je continue comme consultante. Élise respira profondément, assimilant la nouvelle. Les éditions Moreau avaient été le rêve de son père, la raison de son sacrifice personnel. Savoir qu'elle continuerait à exister même sous une nouvelle direction apportait un étrange réconfort. « C'est merveilleux, maman. Comment as-tu réussi ?» En fait, Catherine hésita. C'était ton mari. Le choc laissa Élise momentanément sans mots. Vincent. Comment ça? Il a facilité l'affaire. Il a mis la maison d'édition en contact avec ses investisseurs de Bordeaux. Il ne t'en a rien dit? Non, Élise était perplexe. Il n'a jamais mentionné cela. Après avoir raccroché, elle resta immobile, essayant de comprendre cette information. Pourquoi Vincent aurait-il fait cela? Et pourquoi garder le secret? Ce soir-là, quand il arriva, Élise l'attendait dans le salon, un espace qu'il partageait rarement. « Ma mère m'a appelé. Aujourd'hui, dit-elle sans préambule, elle m'a parlé de la maison d'édition. » Vincent desserra sa cravate semblant mal à l'aise. Je pensais qu'elle l'aurait déjà mentionné. « Pourquoi avez-vous fait cela? Et pourquoi ne m'en avez-vous rien dit ?» Il marcha jusqu'au bar et se servit un doigt de whisky. « Votre père a construit quelque chose de précieux. Ce serait dommage de le laisser mourir par manque de capital. Cela ne répond pas à ma question. » Vincent prit une gorgée de sa boisson, gagnant du temps. « Je ne voulais pas que vous pensiez que j'essayais d'acheter votre affection. » La réponse sincère prit Élise par surprise. Pour un moment, elle entrevit une vulnérabilité chez cet homme généralement impénétrable. « Merci, dit-elle finalement. Cela signifie beaucoup pour ma famille. » Un silence moins tendu que d'habitude s'installa entre eux. Vincent hocha légèrement la tête et se retira dans son bureau, laissant Élise avec encore plus de questions sur l'homme avec qui elle partageait une adresse, mais pas une vie. Le lendemain matin, Élise prit une décision. Il était temps de franchir l'étape suivante avec son écriture. Utilisant un pseudonyme, Emma Fontaine, elle créa un blog littéraire où elle commença à publier des extraits de ses nouvelles et réflexions. Le choix du nom n'était pas aléatoire. Emma était le nom que son père lui donnait dans son enfance, et Fontaine rappelait les origines, les sources d'une rivière qui commençait à couler librement. En quelques semaines, le blog gagna des suiveurs. Des commentaires positifs apparurent, des discussions littéraires se formèrent. Sous la protection de l'anonymat, Élise se permettait d'exprimer des pensées qu'elle n'aurait jamais partagées en tant que Madame Duval, sur la liberté, les choix féminins, les mariages de convenance et, surtout,
sur la façon de trouver sa propre voix dans des espaces oppressifs. Un éditeur d'une revue littéraire numérique contacta Emma Fontaine, l'invitant à contribuer avec une chronique mensuelle. C'était une opportunité modeste, non rémunérée, mais elle représentait une reconnaissance. Élise accepta immédiatement. À mesure que sa présence en ligne grandissait, Élise devenait plus confiante. L'écriture n'était plus seulement une thérapie, elle se transformait en une carrière parallèle, secrète, rien qu'à elle. Elle acquit un ordinateur portable qu'elle gardait caché entre des livres dans la bibliothèque et utilisait l'Internet mobile pour ne pas laisser de traces sur le réseau de l'appartement. « Madame est différente », observa Sophie un matin en servant le café. « Plus vivante. » Élise sourit, gardant son secret. « J'ai simplement trouvé de nouveaux centres d'intérêt. » En réalité, elle se retrouvait à nouveau, se reconstruisant loin des regards de la famille Duval. Chaque mot qu'elle écrivait était une brique dans un nouvel édifice d'identité, non plus seulement l'épouse de Vincent, la fille de Catherine, mais Élise l'écrivaine, Emma la voix libre. Un soir, alors qu'elle écrivait dans la bibliothèque, elle entendit un son inhabituel. Elle regarda vers la porte, mais il n'y avait personne. Puis elle remarqua une petite lumière rouge clignotait discrètement dans le coin supérieur de l'étagère. Une caméra. Le choc fut immédiat. Depuis combien de temps était-elle observée? Qui avait placé cela là? La réponse évidente était Vincent. Mais pourquoi? Méfiance, contrôle. En prenant soin de ne pas montrer qu'elle avait remarqué. La caméra, Élise continua à écrire pendant quelques minutes, puis ferma son cahier, s'étira comme si elle était fatiguée et quitta la bibliothèque. Son cœur battait rapidement. Le lendemain, pendant l'absence de Vincent et Sophie, elle fouilla méthodiquement l'appartement. Elle trouva 2 autres caméras, une dans le salon et une autre dans le couloir menant aux chambres. Il n'y avait pas de dispositif dans les pièces privées, ce qui apporta un certain soulagement. La découverte provoqua des sentiments contradictoires. D'un côté, elle se sentait violée, espionnée dans son seul espace de liberté. De l'autre, une question troublante. Si Vincent observait la bibliothèque, il connaissait sa routine d'écriture. Pourquoi n'avait-il jamais mentionné cela? Pourquoi permettait-il cette petite rébellion silencieuse? Elle devait le confronter, mais de manière stratégique. Ce soir-là, lorsque Vincent arriva, Élise était dans le salon, lisant ostensiblement un livre de poésie. « Bonsoir », dit-elle sans lever les yeux de la page. « Vous dînez à la maison ce soir ?» Vincent parut surpris par la question désinvolte. « Oui, je n'ai pas d'engagement. » Pendant le dîner, servi par Sophie avec son efficacité habituelle, Élise maintint une conversation légère sur des sujets génériques, le temps, une exposition au musée d'Orsay, les nouvelles de la ville. Puis, lorsque la gouvernante se retira, elle lança l'appât. « Je pense à redécorer la bibliothèque, peut-être installer plus d'éclairage, surtout dans les coins. Qu'en pensez-vous » Les yeux verts de Vincent rencontrèrent les siens, insondables. « Pourquoi ? L'éclairage actuel n'est pas suffisant ? Parfois j'ai l'impression que je suis observé dans la pénombre. » Élise maintint un ton désinvolte, mais les yeux fixés sur les siens. Un muscle se contracta dans la mâchoire de Vincent, un bref lapsus dans son masque de contrôle. « C'est une sensation étrange, » continua-t-elle, « comme si quelqu'un surveillait mes mouvements. » Vincent posa soigneusement ses couverts. « Les caméras ont été installées avant votre arrivée, » dit-il finalement, sans essayer de nier, « pour des raisons de sécurité. Y compris dans la bibliothèque, l'endroit le plus sûr de l'appartement. Le système est intégré, et vous regardez les enregistrements. » Ce n'était pas une question. Vincent ne répondit pas immédiatement, comme s'il calculait l'impact de ses prochains mots. « Je vérifie occasionnellement le fonctionnement du système, oui. Et que voyez-vous, Vincent? Une épouse qui écrit dans des cahiers, aussi fascinant que de regarder la peinture sécher. » Quelque chose d'inattendu se produisit alors. Vincent rougit légèrement. C'était la première réaction véritablement humaine qu'Élise observait chez lui. « Ce n'est pas ce que vous pensez. » Et que pensais-je? Que c'est une sorte de surveillance invasive. Il respira profondément. « Je peux faire retirer les caméras, si vous préférez. » Vous n'avez pas répondu à ma question. Pourquoi observez-vous spécifiquement la bibliothèque? Vincent se leva, visiblement mal à l'aise. « Il est tard. J'ai une journée chargée demain. » Vous avez toujours une journée chargée demain. Vous évitez toujours les vraies conversations.
Élise se leva également. 2 ans, Vincent. Nous vivons sous le même toit depuis 2 ans et vous êtes un étranger pour moi. Un étranger qui apparemment aime m'observer à distance. Quelque chose se brisa dans sa contenance. Vous semblez différente là-bas, vivante. Quand vous écrivez, c'est comme si vous étiez une autre personne. La confession prit Élise au dépourvu. Il y avait presque de l'admiration dans son ton. C'est parce que je suis une autre personne là-bas. Je suis moi-même. Vincent détourna le regard. Les caméras seront retirées demain. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. Élise fit un pas vers lui. J'ai demandé de l'honnêteté juste une fois. Pendant un moment, il sembla qu'il dirait quelque chose de significatif. Puis, le téléphone sonna. Vincent répondit rapidement, son expression changeant pour le masque professionnel. Habituel. Je dois prendre cet appel. Excusez-moi. Et ainsi, une fois de plus, le mur se dressa entre eux. Mais maintenant, Élise savait. Il y avait des fissures dans cette construction, apparemment impénétrables. Et par ces fissures, elle avait entrevu quelque chose d'inattendu. Vincent Duval, l'homme de glace, l'observait avec curiosité, peut-être même fascination. La question était « Pourquoi ?» Le lendemain matin, des techniciens vinrent retirer les caméras comme promis. Sophie, toujours discrète, ne posa pas de questions, mais Élise remarqua son regard curieux. « Monsieur Vincent a laissé quelque chose pour vous », dit la gouvernante. Avant de se retirer. Sur la table de la bibliothèque, un petit paquet rectangulaire. Élise l'ouvrit avec précaution. C'était un livre, première édition de L'amant de Marguerite Duras. Sur la première page, une dédicace manuscrite « Pour que vous continuiez à briller dans votre propre ciel. V. » Ce n'était pas une excuse explicite, ni une déclaration d'affection. C'était quelque chose de plus subtil, une reconnaissance. Et pour Élise, à ce moment-là, c'était suffisant pour raviver une question qu'elle croyait enterrée. Qui était vraiment l'homme qu'elle avait épousé? Le succès du blog d'Emma Fontaine grandissait régulièrement. Après 6 mois de publications régulières, Élise reçut un email qui changerait sa trajectoire. Une petite maison d'édition indépendante de Lyon manifestait son intérêt pour publier un recueil de ses nouvelles. Ce ne serait pas un grand lancement, ni une rémunération significative, mais cela représentait la concrétisation d'un rêve qui semblait impossible quand elle avait signé le contrat matrimonial avec Vincent. « Nous devons discuter des termes et des délais », écrivit l'éditeur Marcel Torres. « Serait-il possible de programmer un appel vidéo la semaine prochaine ?» Cela représentait un problème pratique. Comment maintenir le pseudonyme pendant une conversation en direct? Comment justifier la nécessité d'un secret absolu, sans paraître excentrique ou peu professionnel? Après mûre réflexion, Élise opta pour une honnêteté partielle. Elle expliqua par email que Emma Fontaine était un pseudonyme pour des raisons personnelles et qu'elle devrait maintenir son identité protégée en raison d'engagements familiaux qui pourraient être compliqués par l'exposition publique. Elle s'offrit à signer des documents légaux avec son vrai nom, à condition que le pseudonyme soit maintenu dans toutes les publications. À sa surprise, la réponse fut compréhensive. « Vous ne seriez ni la première ni la dernière écrivaine à utiliser un pseudonyme pour des raisons personnelles, » répondit Marcel. « Nous pouvons travailler avec ces conditions. » La liberté qu'elle ressentait en écrivant sous le nom d'Emma contrastait dramatiquement avec les limitations de sa vie en tant qu'Élise Duval. Tandis que la première explorait des thèmes provocateurs, questionnait les conventions sociales et donnait une voix aux femmes réduites au silence, la seconde assistait à des événements de bienfaisance au bras de Vincent, souriait sur des photos pour les chroniques sociales et maintenait des conversations polies sur des sujets sûrs. Cette dualité devenait de plus en plus difficile à soutenir. Dans ses moments les plus honnêtes, Élise s'admettait qu'elle ne pourrait pas vivre indéfiniment dans cette division. À un moment donné, elle devrait choisir la sécurité dorée de son mariage de convenance ou l'authenticité incertaine d'une vie d'écrivaine indépendante. Un après-midi d'avril, alors qu'elle révisait les nouvelles qui composeraient le livre, Élise reçut un appel de sa mère. « Ma fille, as-tu entendu parler de la fusion ?»« Quelle fusion ?» Entre Duval Entreprises et le groupe Martin. C'est dans tous les journaux aujourd'hui. Élise sentit un frisson. Vincent n'avait rien mentionné à propos d'une fusion d'entreprises, ni grande ni petite. Mais ce n'était pas inhabituel, il discutait rarement des affaires à la maison.
Non, je ne savais pas. Vincent a été plus occupé que d'habitude, mais il n'a rien dit de spécifique. C'est un accord énorme, d'après ce que j'ai compris. La plus grande fusion immobilière de l'année. Ton beau-père donne des interviews, disant que cela consolide l'héritage de la famille pour les générations à venir. Après avoir raccroché, Élise fit des recherches en ligne et trouva les nouvelles. La fusion entre Duval Entreprises et le groupe Martin, un autre géant du secteur immobilier, créerait la plus grande société de promotion immobilière du pays. Édouard Duval apparaissait souriant aux côtés d'Henri Martin, deux patriarches célébrant l'union de leurs empires. Ce qui attira l'attention d'Élise, cependant, fut un détail mentionné discrètement dans l'un des articles. Le rapprochement entre les familles Duval et Martin a commencé il y a environ 2 ans, après le mariage de Vincent Duval avec Élise Moreau, dont la famille entretenait des liens historiques avec les Martin dans le secteur éditorial. Des liens historiques, sa famille connaissait à peine les Martin. Les modestes éditions Moreau n'avaient jamais eu de relation avec le conglomérat médiatique des Martin, connu pour ses publications à grande diffusion et ses maisons d'édition commerciales. Cela n'avait aucun sens, à moins que une pensée troublante se formât dans son esprit. Était-il possible que son mariage avec Vincent ait été orchestré non seulement pour sauver les finances de sa famille, mais comme partie d'une stratégie plus large d'Édouard Duval? Elle devait vérifier. Le cœur battant, Élise se dirigea vers le bureau de Vincent, une pièce où elle entrait rarement, respectant l'espace privé de son mari. La porte n'était pas verrouillée. À l'intérieur, tout était méticuleusement organisé. Dossiers étiquetés, livres comptables alignés, aucun papier hors de place. Elle hésita. Elle envahissait sa vie privée, quelque chose qu'elle avait critiqué quand elle avait découvert les caméras, mais le besoin de découvrir la vérité était plus fort que son inconfort moral. Après presque 1 heure de recherche, elle ne trouva rien concernant l'accord avec les Martin. Elle était sur le point d'abandonner quand elle remarqua un coffre-fort encastré dans le mur, partiellement caché par un tableau. Évidemment, elle n'avait pas la combinaison. Frustrée, elle continua d'examiner les étagères jusqu'à ce que ses yeux se posent sur une boîte d'archives sur l'étagère la plus haute, avec l'étiquette « Documents personnels 2022 ». L'année de son mariage. À l'aide d'une chaise, elle atteignit la boîte et la plaça sur le bureau. À l'intérieur, elle trouva des enveloppes organisées chronologiquement. L'une d'elles, datée de 3 semaines avant son mariage, portait le titre « Accord Moreau-Duval ». Avec des doigts tremblants, Élise ouvrit l'enveloppe et examina les documents. Les premières pages étaient familières, les termes financiers de l'accord qui avait sauvé sa famille de la ruine. Mais en annexe se trouvait un mémo confidentiel adressé à Édouard Duval, signé par son avocat. Comme demandé, j'ai vérifié les connexions de la famille Moreau. Nous confirmons qu'Antoine Moreau, père d'Élise, était cousin au second degré de Régine Martin, épouse d'Henri Martin. Cette relation familiale, bien que distante, peut être utilisée comme point de rapprochement pour de futures négociations, particulièrement considérant l'intérêt du groupe Martin à s'étendre dans le secteur immobilier haut de gamme. Élise laissa tomber le papier, abasourdie. Son mariage n'avait pas été seulement un accord financier, c'était une stratégie délibérée pour créer un lien, même ténu, avec la famille Martin, préparant le terrain pour la fusion qui se concrétisait maintenant. Elle continua à lire chaque page révélant davantage de la manœuvre calculée d'Édouard Duval. Son nom, le nom Moreau, avait été utilisé comme pièce dans un jeu d'entreprise bien plus grand qu'elle n'imaginait. Et Vincent? Avait-il consciemment accepté tout cela? Ou avait-il aussi été manipulé par son père? Le dernier document de l'enveloppe répondit à cette question. C'était une lettre de Vincent à Édouard, datée de 2 semaines avant le mariage. Père, en examinant les documents ci-joints, je comprends la stratégie globale. Cependant, je dois exprimer mon inquiétude éthique quant à l'instrumentalisation du nom de famille Moreau, sans la connaissance explicite de la famille. Mademoiselle Élise croit que notre accord se limite à la résolution des dettes de sa famille, et c'est dans ces termes qu'elle a accepté la proposition. Je formaliserai le mariage comme convenu, mais j'enregistre mon malaise concernant le manque de transparence sur cet aspect spécifique du plan VD. Des larmes brouillèrent la vision d'Élise. Vincent avait exprimé un malaise, mais avait poursuivi le plan.
Il s'était senti éthiquement inconfortable, mais pas assez pour lui dire la vérité. Questionner, mais pas résister, cela semblait être la mesure exacte de son intégrité. Soigneusement, elle remit tous les documents dans la boîte et la replaça à son endroit. Elle descendit de la chaise, ajusta le tableau et s'assura que tout semblait intact. Puis, silencieusement, elle quitta le bureau. Au lieu d'aller à la bibliothèque, son refuge habituel, Élise se dirigea vers sa chambre. Elle s'assit au bord du lit, essayant de gérer le tourbillon d'émotions. Colère, tristesse, humiliation. Mais curieusement, ce qui prédominait était un étrange soulagement. Elle connaissait enfin la vérité complète. Elle comprenait enfin les rouages qui avaient défini sa vie ces dernières années. Quand Vincent arriva des heures plus tard, il la trouva dans le salon, un verre de vin rouge à la main, le regard fixé sur la ville qui s'illuminait progressivement avec la tombée de la nuit. « Vous allez bien ?» demanda-t-il, remarquant son expression inhabituelle. « La fusion avec les Martin » dit Élise sans détour. « Pourquoi ne ment ?»« Avez-vous pas parlé ?» Vincent hésita, clairement surpris par la question directe. « C'est une affaire d'entreprise complexe. Je ne voulais pas vous ennuyer avec des détails corporatifs. » « Des détails corporatifs », Élise répéta lentement, savourant l'ironie dans chaque syllabe. Comme le fait que mon nom de famille, a été utilisé pour faciliter le rapprochement entre votre père et Henri Martin. Le visage de Vincent pâlit. « Comment avez-vous... » « J'ai lu le mémo et votre lettre, celle où vous exprimez un malaise éthique, mais continuez quand même. » Un silence pesant tomba entre eux. Vincent marcha jusqu'à la fenêtre, tournant le dos à elle, comme s'il ne pouvait pas affronter son regard. « Je n'ai jamais eu l'intention de vous tromper. »« Mais vous l'avez fait, pendant 2 ans. » Élise gardait la voix contrôlée, presque clinique. « Notre vie entière est basée sur un mensonge plus grand que ce que j'imaginais. L'accord concernant les dettes de votre famille a été honoré, » se défendit Vincent, se retournant pour lui faire face. « Chaque centime a été payé. La maison d'édition a été sauvée. Ce n'est pas une question d'argent, Vincent. C'est une question de dignité, d'avoir le droit de savoir pourquoi je me suis vraiment marié avec vous. » Quelque chose se brisa dans sa contenance. Ses épaules s'affaissèrent légèrement, le masque de contrôle glissant. « Oui, j'aurais dû vous le dire. Oui, c'était mal de vous garder dans l'ignorance. Mais qu'espériez-vous que je fasse? Mon père. »« Votre père n'est pas vous, » interrompit Élise. « Vous êtes un homme adulte capable de prendre vos propres décisions morales. Et j'ai commis une erreur. » L'admission directe l'a surpris. C'était probablement la chose la plus honnête qu'il lui ait jamais dite. « Oui, vous avez commis une erreur, » acquiesça-t-elle plus doucement. Pendant un long moment, ils se regardèrent simplement, comme s'ils se voyaient vraiment pour la première fois, non pas comme des pièces dans un jeu d'entreprise, non pas comme des étrangers partageant un toit, mais comme 2 personnes piégées dans des circonstances qu'ils avaient acceptées sans les remettre profondément en question. « Que voulez-vous faire maintenant ?» demanda finalement Vincent. C'était une question sincère, pas un ordre déguisé, pas une suggestion manipulatrice, mais une reconnaissance de son droit de choisir. Ironiquement, c'était la première fois en 2 ans qu'Élise sentait qu'elle avait vraiment un choix. « J'ai besoin de temps pour réfléchir », répondit-elle, posant le verre sur la table. « Je vais aller chez ma mère quelques jours. » Vincent acquiesça sans protester. « Je comprends. » Tandis qu'Élise préparait une petite valise, elle se sentait étrangement calme. La colère était toujours là, ainsi que la douleur, mais il y avait aussi une sensation de clarté qu'elle n'avait pas éprouvée depuis avant le mariage. Avant de partir, elle laissa une enveloppe sur la table du salon. À l'intérieur, une copie de l'email de la maison d'édition de Lyon et le contrat pour la publication du recueil de nouvelles. Il était temps que Vincent connaisse Emma Fontaine. « Voilà qui je suis vraiment, » dit-elle, pointant vers l'enveloppe. « La personne que j'ai découverte pendant que vous ne regardiez pas. » Quand la porte se referma derrière elle, Élise sentit le poids de 2 ans de silence commencer à se dissiper. Elle ne savait pas ce qui viendrait ensuite. Mais pour la première fois depuis qu'elle était devenue Élise Duval, elle se sentait véritablement libre de le découvrir. Le petit appartement de Catherine à Montmartre semblait étrangement accueillant après tant de temps dans le luxe froid de Neuilly-sur-Seine. Élise respira l'arôme familier de café fraîchement moulu et d'herbes séchées que sa mère accrochait toujours dans la cuisine. C'était comme revenir dans le temps, à une période antérieure au contrat, au mariage de convenance et aux découvertes douloureuses. « Je n'arrive toujours pas à croire qu'il ait fait ça, »
commenta Catherine, servant une autre tasse de café. Utiliser notre famille comme un pion dans un jeu d'entreprise. La question n'est pas seulement ce qu'Édouard a fait, répondit Élise, observant la pluie fine qui tombait sur Paris. C'est ce que Vincent a permis qu'il se produise. 3 jours s'étaient écoulés depuis qu'elle avait quitté l'appartement de Neuilly-sur-Seine. Vincent n'avait pas appelé, n'avait pas envoyé de message, respectant sa demande d'espace. Seule Sophie avait téléphoné une fois pour l'informer que des correspondances importantes étaient arrivées. Parmi elles, Élise le savait, se trouverait le contrat de la maison d'édition de Lyon qu'elle avait délibérément laissé derrière elle. « Et maintenant, que comptes-tu faire ?» demanda Catherine, avec l'inquiétude maternelle évidente dans sa voix. Élise sourit, ressentant une certitude qu'elle n'avait pas éprouvée depuis longtemps. « Je vais signer le contrat avec la maison d'édition. Je vais publier mon livre. Et ensuite je verrai ce que l'avenir réserve. » Et ton mariage? C'était la question à 1 million d'euros. Élise détourna le regard vers l'étagère où se trouvaient encore quelques-uns de ses livres d'adolescence, des histoires de femmes qui affrontaient des choix difficiles, qui se réinventaient après des pertes et des trahisons. « Je ne sais pas, maman. Vraiment pas. » Ce soir-là, elle ouvrit son ordinateur portable et vérifia l'email d'Emma Fontaine. Il y avait un nouveau message de Marcel Torres, confirmant la réception du contrat signé et proposant une date de lancement, dans 4 mois, coïncidant avec le Salon du Livre de Lyon. « Votre présence à l'événement serait importante », écrivait l'éditeur. « Je comprends vos restrictions concernant l'identité, mais nous pourrions travailler sur un format qui préserve votre anonymat tout en permettant l'interaction avec les lecteurs. » La perspective d'un lancement public était à la fois terrifiante et excitante. Comment concilier l'exposition d'Emma avec les obligations sociales d'Élise Duval? Serait-il possible de maintenir les 2 identités séparées lors d'un événement public? Avant qu'elle ne puisse formuler une réponse, un autre message arriva, cette fois sur son email personnel. Il venait de Vincent, le premier contact depuis son départ. « Élise, j'ai lu le manuscrit. Je n'ai pas de mots pour exprimer ce que j'ai ressenti. Votre voix, la voix d'Emma, est puissante, authentique et nécessaire. Je comprends maintenant ce que vous protégiez si jalousement dans la bibliothèque. Quand vous serez prête à parler, je vous attendrai. Non pas pour me défendre ou pour vous demander de revenir, mais pour vraiment discuter. Comme nous ne l'avons jamais fait auparavant. » Ces quelques lignes provoquèrent un tourbillon d'émotions contradictoires. Il avait lu ces nouvelles, des histoires qui, de bien des façons, parlèrent de lui, du mariage vide qu'il partageait. Et étonnamment, il n'avait pas réagi avec colère ou défensivement, mais avec une apparente admiration. Le lendemain, Élise rencontra Marcel Torres dans un café discret du Marais. L'éditeur était plus jeune qu'elle ne l'avait imaginé, peut-être dans sa trentaine, avec des cheveux bouclés décoiffés et des lunettes à monture épaisse. Il y avait quelque chose de véritablement passionné dans sa façon de parler, de littérature. « Vos nouvelles touchent à quelque chose d'universel à travers le trait spécifique, dit-il, gesticulant avec animation. C'est ce que nous recherchons aux éditions Horizon, des voix qui ont quelque chose de vital à dire. J'assimile. Encore l'idée que d'autres personnes liront mes histoires, confessa Élise. Croyez-moi, elles vont les lire, et elles s'y reconnaîtront. Marcel se pencha sur la table, baissant la voix. Sans vouloir être intrusif, votre insistance sur le pseudonyme et le secret, est-ce lié au fait que les histoires sont partiellement autobiographiques? Élise sentit son visage se réchauffer. D'une certaine façon, disons que ma situation personnelle est compliquée. Je comprends parfaitement, et nous respectons cela. Il sourit, rassurant. L'important est que votre voix soit entendue. Le reste, ce sont des détails logistiques que nous résoudrons ensemble. Elle sortit de cette rencontre avec une sensation de possibilité qu'elle n'avait pas éprouvée depuis des années. Emma Fontaine était sur le point de devenir une réalité tangible dans le monde, pas seulement un pseudonyme en ligne. C'était effrayant et libérateur à la fois. Durant la semaine suivante, elle partagea son temps entre la révision des nouvelles pour publication et de longues promenades dans Paris, réexaminant sa vie et ses choix. Elle visita des lieux qu'elle aimait avant le mariage, la librairie Shakespeare & Company,
le jardin du Luxembourg, de petits cafés littéraires cachés dans des rues latérales. Elle retrouva des amis qu'elle avait négligés, comme Rachel qui l'étreignit longuement quand elles se virent. « Tu as disparu dans ce mariage », dit son amie, tandis qu'elle partageait une bouteille de vin dans son appartement du Marais. « C'était comme si tu avais été enlevée par des extraterrestres corporatifs. » Élise rit, reconnaissant la vérité dans ses mots. « Je crois que j'ai cessé de m'appartenir pendant un temps. Et maintenant ? Maintenant, je me retrouve. » Elle ne raconta pas à Rachel le livre ou Emma Fontaine. Ce secret devait encore être protégé, au moins jusqu'à ce qu'elle décide de sa prochaine étape. Après 10 jours loin de Neuilly-sur-Seine, Élise sentit qu'elle était prête pour la confrontation finale, non pas avec Vincent, mais avec elle-même et les choix qu'elle devait faire. Elle l'appela un mercredi après-midi. « Pouvons-nous parler ce soir ?» À l'appartement. « Bien sûr », répondit Vincent, la voix prudemment neutre. « À quelle heure préférez-vous » 20 heures. Et j'aimerais que Sophie ne soit pas présente. Elle s'est déjà retirée pour aujourd'hui. Nous serons seuls. L'appartement semblait différent quand elle arriva, ou peut-être était-ce son regard qui avait changé. Les lumières étaient plus tamisées que d'habitude, créant une atmosphère moins clinique. Il y avait des fleurs fraîches dans le salon, non pas l'habituel arrangement formel, mais des lits et des tournesols dans un simple vase en céramique. De la musique classique jouait doucement en arrière-plan. Vincent l'attendait dans le salon, sans son habituel costume d'entreprise. Il portait un pantalon sombre et une chemise bleu clair, avec les manches retroussées jusqu'au coude, une version plus détendue et humaine de l'exécutif impeccable. « Merci d'être venu », dit-il, sans essayer de s'approcher ou de la toucher. Élise remarqua les exemplaires imprimés de ses nouvelles sur la table basse. À côté, une bouteille de vin rouge et 2 verres. « J'ai pensé que nous pourrions discuter avec plus d'ouverture, » expliqua-t-il, désignant le vin. « Cela semble approprié. » Ils s'assirent dans des fauteuils opposés, avec la table entre eux. Vincent servit le vin en silence, tendant un verre à Élise. « Par où commençons-nous » demanda-t-elle. « C'est après une première gorgée. »« Par une confession, peut-être. » Vincent se pencha légèrement en avant. « Quand j'ai lu vos nouvelles, j'ai reconnu l'homme que vous décrivez. Le mari absent, l'exécuteur de contrats émotionnels. Je l'ai reconnu parce que c'est ce que je suis devenu. Pas seulement avec vous, mais avec la vie en général. » C'était la déclaration la plus personnelle et vulnérable qu'il ait jamais faite. Élise l'observa attentivement, remarquant les petites rides d'expression autour des yeux, la fatigue que ses traits cachaient habituellement. « Pourquoi n'avons-nous jamais parlé ainsi avant, Vincent ? 2 ans sous le même toit, et c'est probablement notre première vraie conversation. » Il but une gorgée de vin avant de répondre, comme s'il cherchait du courage dans l'alcool. « Parce que j'ai été élevé pour croire que les sentiments sont des distractions, que les relations sont des alliances stratégiques, pas des connexions émotionnelles. » Un sourire triste courba ses lèvres. « Mon père n'a jamais dit « je t'aime » à ma mère en ma présence, ni à moi d'ailleurs. Ce n'est pas une excuse. » Je ne m'excuse pas. J'essaie d'expliquer. Vincent se leva, marchant jusqu'à la fenêtre. Quand j'ai appris le plan de mon père, utiliser votre famille comme pont vers les Martin, j'ai senti que c'était mal. Mais je n'ai pas eu le courage de m'y opposer complètement. J'ai exprimé un malaise éthique dans une lettre bureaucratique. Il rit sans humour. Quel acte de rébellion pathétique. Pourquoi me racontez-vous cela maintenant ? Vincent se tourna pour lui faire face. Parce que vos nouvelles m'ont montré qui je suis devenu. Et je n'aime pas cette personne. Le silence qui suivit avait une qualité différente. Ce n'était pas le vide tendu d'avant, mais un espace où quelque chose de nouveau pourrait croître. J'ai lu tout ce que vous avez publié en ligne en tant qu'Emma Fontaine, continua-t-il. Chaque texte, chaque réflexion. J'ai vu la femme incroyable qui se cachait dans la bibliothèque, créant des mondes et des voix pendant que je signais des contrats et faisais des téléconférences. Et je me suis demandé, comment ai-je pu vivre avec cette personne pendant 2 ans et ne jamais vraiment la connaître ? Vous n'avez jamais essayé, répondit simplement Élise. Non, je n'ai pas essayé. Vincent retourna au fauteuil. Tout comme je n'ai jamais essayé de remettre en question mon père ou le monde qu'il a construit, jusqu'à maintenant. Qu'est-ce qui a changé ? Vous êtes sorti par la porte, et c'était comme
si quelque chose s'était réveillé. Il fit un geste vers les nouvelles imprimées. Et puis j'ai lu ceci, et j'ai vu notre mariage. Je me suis vu moi-même à travers vos yeux. Élise ne put éviter la question qui brûlait dans son esprit. Et qu'avez-vous vu? Un homme incapable de sentir, un prisonnier volontaire d'attente qu'il n'a jamais remise en question. Vincent rencontra ses yeux directement, un lâche émotionnel. La franchise de la réponse l'a surpris. Il n'y avait pas de défensivité, juste une honnêteté brute qu'elle n'avait jamais vue chez lui auparavant. « Que voulez-vous, Vincent? De moi, de ce mariage, de votre vie ?» C'était la question fondamentale, celle qu'ils ne s'étaient jamais posée l'un à l'autre. « Je veux la chance de découvrir qui je peux être au-delà de ce que mon père a planifié. » Il hésita, choisissant soigneusement les mots suivants. « Et j'aimerais connaître Élise Moreau, pas Madame Duval des événements sociaux, mais la femme qui écrit comme Emma Fontaine. J'aimerais mériter de la connaître. » Ce n'était pas une déclaration d'amour, ni une promesse grandiose de changement instantané. C'était quelque chose de plus modeste, et peut-être pour cette raison plus authentique. La reconnaissance d'un homme qui commençait à voir les murs de sa propre prison. « Je ne sais pas si c'est possible, » répondit honnêtement Élise. « Je ne sais pas si nous pouvons construire quelque chose de réel sur une fondation si compromise. Moi non plus, mais pour la première fois de ma vie, je veux essayer quelque chose sans garantie de succès. » Vincent sourit, un sourire sincère, qui transformait son visage habituellement sérieux. « C'est peut-être le premier vrai risque que je suis prêt à prendre. » Élise réalisa qu'elle se trouvait à un carrefour. Elle pourrait définitivement clore ce chapitre, aller de l'avant en tant qu'Emma Fontaine et reconstruire sa vie loin, de l'ombre des Duval, où elle pourrait risquer donner une chance non pas au mariage arrangé qu'ils avaient eu, mais à quelque chose de nouveau, encore indéfini, avec un homme qui montrait les premiers signes de transformation. « J'ai un lancement. De livres dans 4 mois, dit-elle finalement. Un lion, en tant qu'Emma Fontaine. Je sais, j'ai lu le contrat que vous avez laissé. Si je décide de donner une chance à quoi que ce soit, elle fit un geste entre eux, j'ai besoin que vous compreniez une chose. Emma n'est pas un hobby ou un passe-temps. C'est qui je suis vraiment, qui j'ai toujours été avant de devenir Madame Duval. Et je n'y renoncerai pas. Je ne vous le demanderai pas. » Vincent se pencha en avant. « En fait, si vous me le permettez, j'aimerais aider Emma Fontaine à s'épanouir. Sans contrôle, sans condition. Juste du soutien. » C'était une offre tentante et étonnamment sincère. Élise étudia son visage, cherchant des signes de l'ancien Vincent, le manipulateur froid, l'exécuteur de contrats émotionnels. Mais ce qu'elle voyait était différent. Un homme vulnérable, désarmé, véritablement présent pour la première fois. « Je ne peux rien promettre, » dit-elle finalement, « mais nous pouvons parler, comme nous le faisons maintenant. Voir. House l'amène. » Ce n'était pas un grand geste romantique, ni une réconciliation dramatique. C'était quelque chose de plus subtil et possiblement plus vrai, la première brique d'un pont entre 2 personnes qui, bien que légalement unies, commençaient seulement à vraiment se connaître. « C'est plus que ce que je mérite, » répondit Vincent, « et tout ce que je peux demander. » Quand Élise quitta l'appartement ce soir-là, elle n'emporta pas de valise. Elle reviendrait le lendemain, non pas comme l'épouse soumise d'avant, mais comme une femme en processus d'autodécouverte. Et peut-être trouverait-elle non pas le mari absent des 2 dernières années, mais un partenaire disposé à faire son propre voyage de transformation. L'avenir était incertain, mais pour la première fois depuis qu'elle avait signé ce contrat de mariage, l'incertitude ne semblait pas effrayante, elle semblait libératrice. Les 3 mois suivants apportèrent des changements qu'Élise n'aurait jamais imaginés possibles. Lentement, l'appartement de Neuilly-sur-Seine se transforma de prison dorée en un espace de redécouverte, pas seulement pour elle, mais aussi pour Vincent. La bibliothèque, autrefois son refuge solitaire, devint un lieu de rencontre. Vincent commença à y passer certaines soirées, non pour surveiller mais pour partager. Ils échangèrent des livres, discutaient d'auteurs, parfois lisaient simplement dans un silence confortable, chacun immergé dans son propre monde, mais présent dans le même espace. Je n'aurais jamais pensé que Marcel Proust puisse être si contemporain, commenta Vincent un soir, fermant un exemplaire du Temps retrouvé. La façon dont il dissèque l'insécurité masculine, la jalousie comme mécanisme de contrôle, c'est troublant de reconnaître ces modèles en moi-même.
Élise leva les yeux de son propre livre, surprise par l'autoréflexion qu'il démontrait de plus en plus. « C'est pourquoi la littérature importe, » répondit-elle. « Elle nous force à voir des vérités sur nous-mêmes que nous préférerions ignorer. » Dans leur vie professionnelle, tous deux naviguaient des transitions significatives. Élise travaillait intensément sur les préparatifs pour le lancement de son livre, maintenant intitulé « Silences habités », un recueil de nouvelles sur des femmes qui trouvaient leur voie dans des circonstances oppressives. Marcel Torres envoyait des emails enthousiastes sur l'intérêt que le livre suscitait déjà parmi les critiques littéraires qui avaient reçu des copies préliminaires. Vincent, quant à lui, surprit tout le monde en annonçant qu'il se retirerait de la présidence opérationnelle de Duval Entreprises après la conclusion de la fusion avec les Martin. Il conserverait sa position au conseil, mais laisserait la gestion quotidienne pour se consacrer à un projet personnel, la création d'une fondation dédiée à la promotion de la littérature nationale indépendante. « Mon père est furieux », raconta-t-il à Élise, après une réunion familiale tendue. « Il a dit que je jetais aux orties des décennies de préparation pour prendre en charge l'Empire. » « Et qu'avez-vous répondu ? » ?»« Que peut-être je ne veux pas d'un empire. » Vincent sourit, ce nouveau sourire qui surprenait encore Élise par son authenticité. « J'ai dit que j'avais appris qu'il existe des formes de succès qui ne se mesurent pas en mètres carrés construits ou en valeur de marché. » La transformation de Vincent n'était pas seulement professionnelle. Peu à peu, l'homme rigidement contrôlé cédait la place à quelqu'un capable d'exprimer des doutes, d'admettre des erreurs, de manifester une curiosité authentique. Les changements étaient subtils, mais profonds, comme sa décision de commencer une thérapie, quelque chose d'impensable dans l'univers machiste des Duval. « Je désapprends des schémas de toute une vie », confessa-t-il un jour, alors qu'il partageait une bouteille de vin sur la terrasse. « C'est comme arracher couche après couche d'une armure que j'ai portée si longtemps que j'ai oublié comment respirer sans elle. » Entre Élise et Vincent, quelque chose de nouveau fleurissait, non pas l'amour romantique idéalisé, mais un partenariat basé sur le respect mutuel et la découverte authentique. Ils dormaient encore dans des chambres séparées, maintenaient encore certaines distances, mais les murailles invisibles qui les séparaient s'effondraient graduellement. Le rapprochement physique vint de façon inattendue. Par une soirée pluvieuse d'août, Élise travaillait dans la bibliothèque, finalisant les dernières révisions de son livre, lorsque Vincent entra avec 2 tasses de thé. En lui entendant une, leurs doigts se touchèrent brièvement. Ce fut un contact simple, décontracté, mais chargé d'une électricité qu'aucun des deux n'attendait. Leurs regards se rencontrèrent et pour la première fois ne se détournèrent pas. Vincent écarta doucement une mèche de cheveux du visage d'Élise, un geste si tendre qu'elle sentit des larmes se former dans ses yeux. « Je ne vous ai jamais vraiment regardé avant, » dit-il, la voix basse. « Je ne me suis jamais permis de voir au-delà du contrat, au-delà de l'obligation. »« Et que voyez-vous maintenant ?» demanda-t-elle, respirant à peine. « Une femme extraordinaire qui a choisi sa propre histoire, malgré tout ce que nous avons fait pour la faire taire. » Quand leurs lèvres se rencontrèrent, ce ne fut pas l'accomplissement d'une clause contractuelle, ni une performance sociale. Ce fut un véritable premier baiser, hésitant, doux, authentique. Un début, pas une fin. Cette nuit marqua une nouvelle phase dans leur relation. Ils ne déménagèrent pas immédiatement dans la même chambre. Tous deux avaient besoin de l'espace personnel qu'ils avaient conquis, mais les nuits partagées devinrent de plus en plus fréquentes. Ils découvraient ensemble l'intimité qu'ils n'avaient jamais permise en 2 ans de mariage officiel. Cependant, tout n'était pas rose dans le processus de reconstruction. L'ombre d'Édouard Duval planait encore sur eux, particulièrement à l'approche de la date de formalisation de la fusion. « Mon père veut que nous soyons présents à la cérémonie officielle », informa Vincent pendant le dîner, 2 semaines avant l'événement. Toute la famille Duval réunie pour la photo historique. Élise posa ses couverts, sentant son estomac se retourner. La perspective d'apparaître souriante aux côtés de l'homme qu'il avait utilisé comme pièce dans son jeu d'entreprise était révoltante. « Je ne fais pas partie de la famille Duval, » répondit-elle, contrôlant soigneusement sa voix. « Je suis juste un nom utile sur un document légal. »« Élise, non ?» Elle leva la main. « Je sais que vous essayez de changer, Vincent. Je sais que nous construisons quelque chose de nouveau.
Mais ne me demandez pas de sourire aux côtés de votre père pendant qu'il célèbre le succès d'une stratégie qui m'a objectifié. Vincent l'observa un long moment puis acquiesça. Vous avez raison, ce n'est pas juste de demander cela. Il hésita. En fait, j'ai pensé à utiliser cette cérémonie pour faire une annonce. Quel genre d'annonce? Mon départ officiel de la présidence exécutive et peut-être quelque chose de plus. Le ton énigmatique intrigua Élise, mais Vincent n'élabora pas, changeant de sujet pour les préparatifs du lancement de son livre qui aurait lieu la semaine suivant l'événement de la fusion. Le matin de la cérémonie de fusion se leva ensoleillé, contrastant avec l'humeur sombre d'Élise. Vincent était parti tôt, après un baiser rapide et une promesse. « Aujourd'hui, je change les choses. Faites-moi confiance. » La confiance était encore difficile après tant de déceptions, mais Élise apprenait à faire de petits pas dans cette direction. Elle passa la journée dans la bibliothèque, travaillant sur la présentation qu'elle ferait au lancement de son livre. En tant qu'Emma Fontaine, elle avait accepté d'apparaître en utilisant un déguisement discret, lunettes noires, perruque, gardant son visage partiellement caché. Ce n'était pas idéal, mais cela permettrait le contact avec les lecteurs, sans compromettre complètement son identité. Elle était si absorbée qu'elle ne remarqua pas le passage des heures. Le bruit de la porte d'entrée qui s'ouvrait la fit sursauter. Vincent était de retour plus tôt que prévu. Quand elle descendit les escaliers, elle le trouva dans le salon sans le costume qu'il avait porté le matin, la cravate desserrée, les cheveux décoiffés. Il semblait simultanément épuisé et étrangement énergisé. « Que s'est-il passé ?» demanda Élise, alarmée par son apparence. « J'ai démissionné », répondit-il simplement. « Pas seulement de la présidence exécutive, du conseil aussi, de tout. » Élise cligna des yeux, essayant de comprendre l'information. « Comment ça, de tout ? J'ai rendu mes actions à mon père, toutes. Vincent, ce sont des millions. Des milliards, en fait. » Il rit, un son entre l'hystérie et la libération. La tête de mon père, quand j'ai annoncé, on aurait dit qu'il faisait une crise cardiaque. Pourquoi avez-vous fait cela? Pourquoi maintenant? Vincent marcha vers elle, prenant ses mains dans les siennes. Parce que j'ai réalisé que je ne peux pas construire quelque chose de nouveau tant que je suis enchaîné à l'ancien. Je ne peux pas être l'homme que je veux être, l'homme que vous méritez, tant que je suis lié à l'héritage de mon père. Mais votre héritage, votre avenir financier, j'ai encore mes économies personnelles, et la fondation littéraire que je crée a déjà un financement garanti d'investisseurs indépendants. Il pressa doucement ses mains. Je ne serai pas milliardaire, mais je vivrai de mon propre travail pour la première fois de ma vie. L'ampleur de ce geste laissa Élise sans voix. Ce n'était pas seulement de l'argent que Vincent avait abandonné, c'était une identité entière. Un avenir prédéterminé, le poids des attentes dynastiques. Il y a plus, continua-t-il, soudain nerveux. J'ai également annoncé notre divorce. Ce fut comme un coup de poing dans l'estomac. Quoi? Pas comme ça, s'empressa-t-il d'expliquer. J'ai dit que notre mariage, tel qu'il avait été conçu à l'origine, était terminé, que l'union stratégique arrangée par lui était arrivée à son terme. Et comment a-t-il réagi? Furieux serait un euphémisme. Vincent sourit sans humour. Il a menacé de me déshériter formellement. J'ai dit qu'il l'avait déjà fait lui-même. Élise essayait de suivre les événements, assimilant encore ce que tout cela signifiait. Alors, nous divorçons? Techniquement, oui. Vincent fit un pas en avant, réduisant la distance entre eux. Élise Moreau-Duval cessera d'exister, mais j'espérais que peut-être qu'Élise Moreau pourrait envisager de mieux connaître Vincent. Pas l'héritier Duval, mais juste Vincent, l'homme qui apprend à être authentique. La proposition était aussi inattendue que profondément significative. Ce n'était pas une demande pour maintenir les apparences ou pour continuer une farce sociale. C'était exactement l'inverse, une invitation à commencer quelque chose d'authentique, libre des manipulations et obligations qui avaient marqué le début de leur relation. « Vous me demandez de sortir avec mon futur ex-mari ?» demanda Élise, un sourire se formant sur ses lèvres. « Je demande la chance de conquérir correctement la femme avec qui j'ai été incorrectement marié. » Vincent prit son visage doucement. « Je veux tout faire à l'envers cette fois. Vous connaître. Vraiment construire quelque chose de réel. Gagner votre confiance jour après jour. » Il y avait tant en jeu à ce moment.
non seulement leur avenir en tant que couple, mais leurs identités individuelles, leurs intégrités personnelles. Le geste radical de Vincent démontrait une transformation qui allait au-delà des mots ou des promesses. Il avait littéralement abandonné un empire pour se reconstruire en tant qu'homme. « C'est de la folie », murmura Élise, ressentant un mélange de peur et d'excitation. « Vous avez tout abandonné. »« Pas tout, corrigea-t-il. J'ai abandonné ce qui m'emprisonnait, ce qui m'empêchait de vraiment vivre. » Ses yeux verts se fixèrent sur les siens avec une intensité rare. « Et j'ai gagné la possibilité de découvrir qui je suis vraiment, qui nous pouvons être ensemble si vous êtes disposés. » À ce moment, Élise vit clairement le carrefour devant elle. Elle pourrait continuer seule en tant qu'Emma Fontaine, construisant sa carrière littéraire et une vie indépendante. Ou elle pourrait se risquer dans un voyage partagé avec ce nouveau Vincent, un homme qui démontrait, par des actions convaincantes, sa volonté de changer. « Ce ne sera pas facile, avertit-elle. Votre père nous poursuivra. La presse spéculera. Il y aura des conséquences. Je suis prêt, assura Vincent. Pour la première fois de ma vie, je n'ai pas peur des conséquences de suivre mon cœur. Votre cœur? Élise haussa un sourcil. L'exécutif de glace a un cœur. Apparemment oui. Et il apprend à battre correctement. Il sourit, ce nouveau sourire qui la surprenait encore. Alors, qu'en dites-vous? Élise Moreau accepterait-elle? Un café avec Vincent, l'homme ordinaire avec une fondation littéraire et un passé compliqué? Elle ne répondit pas avec des mots. Au lieu de cela, elle l'attira pour un baiser, pas doux et hésitant comme le premier qu'ils avaient à partager des semaines auparavant, mais intense, décidé, plein de promesses. Lyon exhibait son meilleur décor printanier quand Élise arriva pour le lancement de son livre. Les quais de Saône, récemment revitalisés, servèrent de cadre au salon du livre qui attirait auteurs et lecteurs de tout le pays. Le ciel bleu se reflétait dans les eaux du Rhône, créant un fond parfait pour de nouveaux commencements. Nerveuse? Demanda Vincent, tenant sa main tandis qu'il marchait le long de la promenade qui bordait le fleuve. Terrifié serait plus précis, répondit Élise, ajustant les lunettes noires qui faisaient partie de son déguisement en tant qu'Emma Fontaine. Elle portait un ensemble élégant mais discret, pantalon et blazer noir, chemise blanche et une perruque châtain courte qui transformait complètement son apparence. Le plan était simple. Elle apparaîtrait en tant qu'Emma pour la séance de dédicace et la lecture d'extraits du livre, gardant une partie du visage couverte par les lunettes et un foulard stratégiquement positionné. Ce n'était pas un déguisement à l'épreuve d'investigation minutieuse, mais il servirait à l'objectif immédiat de séparer son identité publique de la privée. « Vous allez tout déchirer », assura Vincent avec une confiance qu'Élise ne partageait pas à ce moment-là. « Vos nouvelles sont extraordinaires. Les gens vont s'y connecter. » Dans les 6 semaines qui avaient suivi la rupture dramatique de Vincent avec Duval Entreprises, leur vie s'était transformée en tourbillon. Comme promis, il avait initié le processus de divorce, non comme une mesure hostile, mais comme un acte symbolique de libération pour les deux. Simultanément, il avait lancé la fondation Nouveaux Horizons, dédiée à la promotion de la littérature indépendante française, avec son siège dans un hôtel particulier restauré dans le quartier du Marais. La presse financière avait traité son départ de l'entreprise familiale comme une crise nerveuse ou un acte de rébellion juvénile, malgré ses 34 ans. Édouard Duval avait alimenté ces rumeurs, suggérant voilément dans des interviews que son fils traversait des problèmes personnels qui avaient affecté son jugement. « Il espère toujours que je supplie de revenir », avait commenté Vincent, après avoir lu l'un de ses articles. « Il ne comprend pas que pour la première fois je vois clairement. » Le plus surprenant pour Élise était la façon dont il gérait la perte de statut et de privilèges. L'homme qui auparavant ne prenait pas de décision sans consulter des tableurs et des projections embrassait maintenant l'incertitude avec un enthousiasme presque enfantin. Ils avaient déménagé du luxueux appartement de Neuilly-sur-Seine à un loft spacieux et lumineux à Montmartre. Plus petit, certes, mais infiniment plus accueillant. « C'est l'heure », annonça Marcel Torres, s'approchant du couple avec un sourire animé. L'éditeur s'habillait plus formellement que d'habitude, bien que sa barbe soit encore légèrement décoiffée. « L'espace est comble. »« Comble », répéta Élise, sentant la panique monter. « À quel point est-il comble exactement ?»« Environ 80 personnes, peut-être plus.
Les critiques préliminaires ont généré pas mal de buzz. Marcel regarda Vincent avec curiosité. « Et vous devez être… » « Juste un accompagnateur, » répondit Vincent rapidement, un grand admirateur de l'œuvre d'Emma. La décision de garder leur relation secrète pendant le lancement avait été mutuelle, si Vincent était présenté comme partenaire d'Emma. Fontaine, le lien avec Élise Moreau-Duval serait facilement établi, compromettant son pseudonyme. Pour l'instant, ils avaient besoin de ces identités séparées. « Eh bien, il est temps qu'Emma Fontaine rencontre ses lecteurs, » dit Marcel, offrant son bras à Élise. « Prête ?» Elle lança un dernier regard à Vincent qui acquiesça avec encouragement. Il était temps de faire ce pas. L'espace réservé pour le lancement était un charmant café littéraire dans le complexe culturel des Quais. Quand Élise entra, suivant Marcel, un murmure parcourut l'assistance. La mystérieuse Emma Fontaine, avec ses lunettes noires et son foulard, produisait exactement l'effet qu'ils espéraient, de l'intrigue. « Bonsoir à tous », commença Marcel au microphone. Les éditions Horizon ont l'immense plaisir de vous présenter Silence habité, le premier recueil de nouvelles d'Emma Fontaine, une voix qui va, sans aucun doute, transformer la littérature française contemporaine. Les mots semblaient exagérés aux oreilles d'Élise, mais l'éclat dans les yeux du public suggérait un intérêt sincère. Quand vint son tour de parler, sa voix sortit étonnamment ferme. « Écrire est, pour moi, un acte de résistance. Chaque nouvelle dans ce livre est née de silence, ceux imposés et ceux choisis, ceux qui nous emprisonnent et ceux qui nous protègent. Ce sont des histoires de femmes qui, comme beaucoup d'entre nous, ont appris à habiter des espaces où leur voix n'était pas bienvenue et qui ont pourtant trouvé des moyens de se faire entendre. La séance se déroula mieux qu'Élise n'aurait pu l'imaginer. Elle lut des extraits de 3 nouvelles différentes, répondit à des questions soigneusement sélectionnées et, finalement, dédicaça des exemplaires pour une file de lecteurs enthousiastes. De sa place discrète au fond de la salle, Vincent observait tout avec une fierté qu'il ne cherchait pas à dissimuler. « Votre écriture m'a fait pleurer », confessa une jeune étudiante pendant la séance de dédicace. « La nouvelle « Mur de verre » semble avoir été écrite sur ma propre vie. »« La littérature est ainsi », répondit Élise, touchée par cette connexion. « Un miroir où nous reconnaissons des parties de nous-mêmes dont nous ignorions l'existence. » Quand l'événement se termina enfin. 3 heures plus tard, Élise se sentait simultanément épuisée et électrisée. Elle s'était connectée avec de vrais lecteurs, des personnes qui avaient trouvé du sens dans ses mots. La sensation était indescriptible. « Vous avez été incroyable », dit Vincent, quand ils se retrouvèrent enfin seuls, marchant au bord du Rhône au crépuscule. « Avez-vous vu comment les gens ont réagi, comme ils étaient émus ?»« C'était surréaliste », admit Élise, encore en train d'assimiler l'expérience. « Pendant si longtemps, j'ai écrit uniquement pour moi-même, sans imaginer que d'autres personnes pourraient s'identifier à mes histoires. C'est parce que vous écrivez des vérités universelles à travers des expériences personnelles. Cela résonne. » Ils trouvèrent un banc face au fleuve où le soleil commençait à se coucher, peignant le ciel de teintes orange et rose. Élise retira sa perruque et ses lunettes, se sentant soulagée d'être à nouveau elle-même. « Que se passe-t-il maintenant ?» demanda-t-elle, regardant l'horizon. « Avec Emma Fontaine, avec nous deux, avec tout. » Vincent entrelaça ses doigts aux siens, un geste devenu naturel ces dernières semaines. « Emma Fontaine continuera d'écrire, j'imagine. D'après ce que j'ai vu aujourd'hui, elle a beaucoup à dire et des personnes impatientes de l'entendre. » Et pour Élise Moreau ? Eh bien, j'ai entendu dire qu'elle sera bientôt officiellement une femme divorcée. Vincent sourit, libre de prendre ses propres décisions, de suivre ses propres chemins. Et Vincent, l'ex-héritier rebelle, il apprend à vivre dans le monde réel, construisant quelque chose de significatif avec la Fondation, découvrant qui il est, sans le nom de famille qu'il a défini pendant si longtemps. Il se tourna pour lui faire face. Et espérant qu'une certaine écrivaine talentueuse accepte de continuer ce voyage avec lui, cette fois par choix personnel, pas par contrat. C'était une proposition tellement différente de la froide négociation qui avait initié leur histoire. Il n'y avait pas de clause, d'exigence ou d'attente prédéfinie, seulement 2 personnes choisissant librement de marcher ensemble. Vous savez ce qui est drôle ? Réfléchit Élise. Sans cet arrangement terrible, Emma Fontaine ne serait peut-être jamais née. J'ai eu besoin du silence forcé pour trouver ma voie.
et j'ai eu besoin de perdre tout ce que je croyais important pour découvrir ce qui compte vraiment. Vincent regarda leurs mains unies. C'est étrange comme parfois les mauvais chemins nous mènent aux bons endroits. Le soleil plongeait dans le Rhône, transformant la surface de l'eau en un miroir doré. Quelque part à proximité, un musicien de rue jouait de la guitare, note douce portée par la brise. « J'ai une confession à faire », dit Vincent, soudain sérieux. « Quelque chose que vous devez savoir avant de décider si vous voulez vraiment. Avancez avec moi. » Élise sentit une oppression dans sa poitrine. « Qu'est-ce que c'est ? Ces caméras dans l'appartement, je ne les ai pas installées uniquement pour la sécurité. » Il respira profondément. « Au début, mon père a suggéré que je vous surveille. Il craignait que vous puissiez divulguer des informations d'entreprise. C'était l'une des raisons pour lesquelles j'ai gardé mes distances au début. » La confession fit mal, mais pas autant qu'Élise l'aurait imaginé quelques mois plus tôt. C'était une partie d'une histoire qu'ils laissaient tous deux derrière eux. Et après, quand vous avez continué à observer la bibliothèque, Vincent rougit légèrement, parce que vous sembliez tellement vivante là-bas, tellement réelle, tellement différente de la femme silencieuse qui se déplaçait dans les autres pièces. J'étais fasciné. Je voulais comprendre qui était cette femme qui souriait en écrivant, qui parfois parlait seule, qui semblait habiter un monde bien plus intéressant que le mien. Pourquoi n'avez-vous pas simplement essayé de me parler? Parce que j'avais peur, admit-il simplement. Peur de découvrir combien j'avais perdu à cause de ma lâcheté. Peur qu'il soit trop tard. Et maintenant? Avez-vous encore peur? Toujours. Mais j'ai appris que certaines choses valent le risque de la peur. Vincent porta sa main à ses lèvres, l'embrassant doucement. Vous valez n'importe quel risque. 3 mois plus tard, par un matin ensoleillé de janvier, Élise se réveilla dans le loft de Montmartre avec le bruit de Vincent préparant du café dans la petite cuisine américaine. L'odeur de pain frais et de fruits remplissait l'espace. Beaucoup de choses avaient changé depuis Lyon. Le divorce avait été finalisé sans contestation, à la fureur d'Édouard Duval, qui refusait toujours de parler à son fils. Silence habité entamait sa 3e édition, avec des critiques de plus en plus enthousiastes et un groupe croissant de lecteurs fidèles. La Fondation Nouveaux Horizons avait lancé son premier appel à projets pour soutenir les écrivains indépendants, avec un accent particulier sur les voix féminines et les groupes minoritaires. Vincent se consacrait entièrement au projet, travaillant plus d'heures que lorsqu'il dirigeait l'entreprise familiale, mais avec une satisfaction qu'il n'avait jamais connue auparavant. Élise partageait son temps entre l'écriture de son 2e livre, un roman cette fois, et la collaboration avec la Fondation en tant que consultante littéraire. Peu à peu, elle permettait aux identités d'Élise Moreau et Emma Fontaine de se rapprocher, bien qu'elles maintiennent encore le pseudonyme pour des raisons pratiques. « Bonjour », salua Vincent, apportant un plateau avec le petit déjeuner au lit. « J'ai préparé ces pains au fromage que vous adorez. »« Vous me gâtez », protesta Élise sans conviction, acceptant la tasse de café qu'il lui offrait. « C'est une occasion spéciale. » Vincent semblait étrangement nerveux. Cela fait exactement 3 ans aujourd'hui. 3 ans? Depuis ce jour à la mairie. Notre mariage. Il fit des guillemets en l'air en prononçant le dernier mot. Ça semble être une autre vie, n'est-ce pas? Élise acquiesça, surprise qu'il se souvienne de la date. Une vie qui appartenait à d'autres personnes. C'est exactement pourquoi j'ai pensé approprier. Vincent hésita, puis sortit une petite boîte de la poche de son peignoir. De faire ceci aujourd'hui. Le cœur d'Élise s'accéléra quand il ouvrit la boîte, révélant une délicate bague en argent avec une unique pierre verte. Ce n'est pas un diamant ostentatoire comme Vincent Duval aurait choisi, expliqua-t-il. C'est une tourmaline française, taillée par un artisan du Jura. Elle est magnifique, murmura Élise, sincèrement touchée par la simplicité significative du bijou. Élise Moreau, commença Vincent, sa voix plus émotive qu'elle ne l'avait. Jamais entendue. Il y a 3 ans, nous avons signé un contrat. Aujourd'hui, je vous demande un engagement. Non pas basé sur des arrangements familiaux ou des intérêts financiers, mais sur quelque chose que j'ai appris à valoriser plus que n'importe quelle fortune. L'amour véritable, le choix conscient, un partenariat réel. Des larmes se formèrent dans les yeux d'Élise. C'était tellement différent du froid accord qui avait initié leur histoire, si authentiquement humain,
si sincèrement vulnérable. Je vous demande de choisir d'être avec moi, non pas comme Élise Duval ou Emma Fontaine, mais comme vous-même dans toutes vos versions. Que nous construisions quelque chose de nouveau, quelque chose à nous, quelque chose de vrai. Cela ressemble étrangement à une demande en mariage, taquina-t-elle, bien que sa voix tremblât légèrement. C'est plus que cela, répondit Vincent avec sérieux. C'est une demande pour que nous écrivions ensemble notre propre histoire, sans scénario imposé par d'autres. Un chapitre à la fois, avec honnêteté, même quand ce sera difficile. Élise regarda l'homme devant elle. Non plus l'exécutif froid qu'elle avait rencontré 3 ans auparavant, mais un partenaire qui avait choisi l'intégrité plutôt que le privilège, la vérité plutôt que les apparences, l'amour plutôt que le pouvoir. Un homme qui avait désappris des schémas toxiques et réécrit sa propre identité tout comme elle. « Oui », répondit-elle simplement, tendant la main pour qu'il y glisse la bague. « Écrivons cette histoire ensemble. » Quand Vincent glissa l'anneau à son doigt, Élise remarqua qu'il y avait une petite inscription à l'intérieur. En l'approchant pour lire, elle sourit en reconnaissant une phrase de son propre livre. « Dans le silence, j'ai trouvé ma voie. Dans le vide, j'ai découvert ma plénitude. » Pour que nous n'oublions jamais comment nous sommes arrivés ici, expliqua Vincent, et combien loin nous pouvons aller. Dehors, par la fenêtre, Paris s'éveillait, pour une nouvelle journée, le soleil illuminant les immeubles et les arbres du quartier. C'était une ville de contradictions et de possibilités, d'histoires interrompues et de recommencements inattendus, tout comme le voyage qu'ils avaient partagé. « Vous savez, » réfléchit Élise, tandis qu'ils savouraient ensemble le petit déjeuner. « Je crois que j'ai enfin compris ce que j'essayais de dire dans toutes ces nouvelles que j'écrivais dans la bibliothèque. Quoi donc ? Que la vraie liberté ne consiste pas à échapper aux cages que les autres ont construites pour nous, mais à apprendre à construire nos propres espaces, des espaces où nous pouvons être authentiques, vulnérables, réels. » Vincent. Sourit, ce sourire qui avait encore le pouvoir de transformer son visage sérieux. « Alors c'est ce que nous faisons ? Construire notre propre espace ? » Exactement. Un qui n'a pas besoin de contrat ou de clause, seulement de choix quotidiens et honnêtes. L'avenir réservait encore des défis. L'ombre persistante d'Édouard, Duval, l'exposition publique croissante d'Emma Fontaine, les ajustements constants d'une relation basée sur l'égalité après un début si déséquilibré. Mais pour la première fois, ils affronteraient ces défis comme de véritables partenaires, non comme des personnages dans un scénario écrit par d'autres. Et pour Élise, qui avait trouvé sa voie dans les silences forcés d'un mariage de convenance, cela faisait toute la différence. Ce n'était pas une fin heureuse de conte de fées, c'était quelque chose de mieux, un recommencement authentique, écrit avec l'encre de la vérité sur une page blanche pleine de possibilités. Chers auditeurs, nous espérons que le voyage d'Élise et Vincent a touché vos cœurs. Pour continuer cette aventure émotionnelle, nous avons préparé une playlist spéciale avec des histoires tout aussi captivantes. Retrouvez-la ici à gauche de la vidéo. Si ce récit a trouvé écho en vous, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de laisser un like à la vidéo. Chaque jour, nous apportons des histoires uniques.